Tout d'abord, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs les professeurs, et surtout à tous les amis et fidèles d'Alberto Tenenti. C'est bien sûr avec beaucoup d'émotion que l'on me demande de conclure et de porter la présidence de ce colloque, brillamment organisé par Carlo Ossola et François Dupuy-Grenet. J'ai jamais présidé, mais je me sens bien évidemment sur le regard de mon père. Je remercie beaucoup monsieur le professeur Yves Hersan, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, de venir conclure et apporter, certainement avec brio, une synthèse de ce colloque et finalement de ce travail universitaire qui a existé bien évidemment par le travail de mon père, mais je le rappelle aussi par le travail de ses nombreux élèves, amis. Je pense particulièrement à le professeur Maurice Aymar, et bien évidemment à ceux qui ne sont pas parmi nous, en premier lieu monsieur Fernand Braudel, et ses amis d'enfance que sont Raoul Mancelli ou de compagnons de route comme de Maddalena ou Giorgio Doria. Donc tout l'honneur est plutôt démesuré en ce qui me concerne. Je voulais rappeler lors de ma brève intervention un fils d'historien de renom. Donc monsieur Yves Hersan, dont les publications sont, dirais-je, de circonstance, puisque les voyageurs français au XVIIe et XVIIIe siècle. Et mon père était un grand voyageur, et je pense que c'était dans l'idée de l'unité. Va vous présenter sa synthèse et clore ces 2 jours d'émotion. Merci à vous. C'est moi qui suis ému, monsieur, d'une part, de parler sous votre autorité, si, je tiens à le dire, et pas seulement sous la vôtre, mais sous celle de votre famille ici réunie. Et d'autre part, ému en un tout autre sens, parce qu'il est impossible, évidemment, de tirer des conclusions. Ce serait une entreprise non seulement au-dessus de mes forces, mais, dirais-je, une entreprise contraire à l'esprit même de cette rencontre, qui entendait beaucoup plus ouvrir que clore. Je me bornerai donc à dégager quelques lignes directrices telles qu'elles me sont apparues très subjectivement, et par avance, je vous prie de pardonner le subjectivisme de mes propos, de tirer de notes hâtivement griffonnées. Et je soulignerai simplement que de la part des organisateurs, me confiant la tâche de tirer ces simples lignes directrices, il y a une grande imprudence. Ils me font un honneur, mais ils commettent une imprudence, pour 2 raisons. D'abord parce que ma carte d'identité professionnelle n'est pas d'un historien, horresco referens, et d'autre part parce que je n'ai pas été l'élève d'Alberto Tenenti, et pis encore, quand je suis entré à l'école des hautes études en sciences sociales, où il était lui-même, nous nous sommes à peine rencontrés. Autrement dit, mes rapports avec lui, pour reprendre une expression d'hier matin, n'étaient pas marqués par le tout, mais par le lei. La seule fois, ou les 2 seules fois où nous nous sommes parlé, c'était évidemment du vous. Si bien que j'ai sur lui un regard quelque peu éloigné, pour paraphraser la fameuse formule de Claude Lévi-Strauss. Mais l'éloignement même de ce regard est peut-être un avantage, c'est du moins ce que soulignait Claude Lévi-Strauss, et malgré mon indignité, je vais donc me prêter au jeu qui m'est demandé. Et je dis jeu en reprenant, monsieur, une expression que vous avez, une métaphore, c'était plus que métaphore, que vous avez vous-même filée hier quand vous parliez du Lego. Mais la métaphore du jeu est particulièrement pertinente, comme vous le savez, s'agissant de la Renaissance, où le jeu sérieux, le serio ludere, est une entreprise centrale. Notre jeu, à nous, a été un jeu sérieux, un serio ludere. Pour préciser, enfin, à titre de très brève introduction, pour préciser le lieu d'où je parle, comme on disait autrefois, il me faut indiquer que j'ai rencontré Alberto Tenenti indirectement, donc, à travers son œuvre, que c'est en particulier à travers Il senso della morte
que ma véritable rencontre avec le professore, comme me l'appelait avec élégance et émotion Madame Palumbo Fossati, c'est le senso della morte qui a été pour moi la véritable ouverture à l'œuvre d'Alberto Tenenti. Ce senso della morte dont il a été si brillamment question ce matin, dont M. Scaramella a décrit la réception, la troublante réception, la paradoxale réception, et dont Carlo Ossola a si lumineusement précisé la genèse. Je note entre parenthèses que le changement de titre sur lequel M. Ossola a appelé notre attention n'est pas sans évoquer un autre historien, Michelet lui-même, dont vous savez que lui aussi a orienté son travail vers la Renaissance, plutôt que vers le XVe siècle, vers la Renaissance, à la suite d'un deuil. Donc cette homologie me fascine et me réjouit. Rien d'étonnant en réalité si j'ai commencé, en ce qui me concerne, par le senso della morte, parce que à l'école des hautes études, quand nous étions côte à côte sans nous parler, ce dont j'ai un amer regret aujourd'hui, je travaillais pour ma part sur la mélancolie. Et du coup, un ouvrage où il est tellement question de maladie, de peste, de deuil, de décomposition, un ouvrage qui met si merveilleusement et de manière si troublante en scène une Renaissance inquiète, ne pouvait pas manquer de m'intriguer et de me passionner. De fait, ce livre m'a un peu frustré et beaucoup émerveillé. Un peu frustré, je me permets de le dire au vol, parce que ce que je cherchais dedans, la mélancolie, n'y est pas. Le mot est prononcé 2 ou 3 fois, et Marcille Ficin, qui était l'objet de toutes mes curiosités à l'époque, Marcille Ficin est mentionné une seule fois en quelques lignes, ce qui me donne l'occasion de souligner que Alberto Tenenti avait une relation intéressante et quelque peu négative avec Marsilio Ficino. Il ne l'aime guère. Comme il dit dans un autre ouvrage, Florence à l'époque des Médicis, je cite, « En essayant de se faire universelle et catholique, la culture humaniste florentine, Ficin en l'occurrence, se détachait des énergies encore vivantes de son cadre citadin et de ses problèmes concret. » Donc je découvrais, par ce biais-là, l'absence de la mélancolie, l'absence de Marcille Ficin, je découvrais ce dont il a été beaucoup question dans ces journées, c'est-à-dire la dichotomie chez Tenenti entre laïc et religieux. Marcille Ficin étant, aux yeux de Tenenti, le représentant d'un humanisme pas assez laïque. Il faut rappeler que Ficin n'était pas seulement médecin, mais prêtre. En revanche, j'ai été ébloui, et durablement ébloui, et je le suis encore plus que jamais à partir d'aujourd'hui, par un ouvrage qui met en scène de manière si éblouissante une dialectique de la vie et de la mort, et où les questions de la gloire et de la mort apparaissent, selon la formule d'Alberto Tenenti lui-même, comme complémentaires. Ouvrage dans lequel il y a des formules, j'y reviendrai peut-être si le temps le permet, des formules aussi saisissantes et aussi caractéristiques du style de Tenenti que celle-ci. Il ne fut plus question de sauver l'âme, mais l'homme. Une formule comme celle-là rend inutile bien des développements pleins de graisse. Et on a ici un exemple de la nervosité stylistique d'Alberto Tenenti. Ébloui par ce premier livre, j'ai naturellement découvert ensuite les seconds, Laurent de Médicis, les ouvrages sur Venise, l'économie et la société dans l'Italie du Quattrocento, et le non-historien que j'étais, que je suis peut-être malheureusement demeuré, ne pouvait manquer d'être saisi, littéralement saisi, par des études aussi fines sur la sensibilité à la Renaissance, sur la formation de la sensibilité à la Renaissance. Per farla breve, c'est Alberto Tenenti qui a initié à l'histoire le littéraire philosophe que j'étais. Et c'est grâce à lui que mon ignorance a, si je puis dire, quelques lacunes. Mais il est temps de m'acquitter de la tâche qui m'a été confiée, c'est-à-dire de proposer quelques lignes directrices
sinon une synthèse trop ambitieuse de nos propos. Ces 3 séances, cette journée et demie, a été de toute évidence marquée, comme le souhaitaient les organisateurs, par la figure de l'entrelac. Se sont entrelacés des souvenirs et des analyses. Le plan affectif s'est marié harmonieusement, me semble-t-il, au plan intellectuel. Et de cet entrelac, je dégage pour ma part 3 traits dominants. Le premier, sur lequel je passerai assez vite, mais je ne peux pas ne pas le mentionner, étant donné la récurrence du terme. Le premier, c'est la question de l'amitié. Pas seulement sur un plan anecdotique, qui était ami de qui, mais sur un plan presque épistémologique, car il y a une dimension féconde de l'amitié, une dimension intellectuelle, une dimension heuristique de l'amitié, et je crois que ce thème, qui est compliqué, qui est passionnant, a couru comme un fil rouge, comme disent les Italiens, un fil rosso, à travers une grande partie de nos propos. Cette question de l'amitié est d'autant plus trouble et complexe que, comme vous le savez, au-dessus d'elle court la fameuse phrase d'Aristote reprise par Montaigne « Ô mes amis, il n'y a nul ami ». Phrase terrible, phrase complexe, contradiction performative, comme disent les linguistes, que pour ma part j'interprète en ce sens. Elle exprime une requête, un désir. Il n'y a plus d'amis, mes amis, mais faites qu'il y en ait. Et l'un des propos de ces journées a été, me semble-t-il, de susciter à Alberto Tenenti de nouveaux amis. Deuxième trait, deuxième caractéristique, deuxième secteur de nos interventions, ont été tracés un portrait et un tableau. Un portrait qui est devenu un tableau. Un portrait de l'homme Tenenti, bien sûr, je vais dire Alberti, Alberti. Un portrait d'Alberto Tenenti, l'homme et surtout le chercheur, le savant. Un portrait singulièrement enrichi par les propos que Maurice Aymar a tenus à partir des 248, je crois, 248 lettres qui composent l'échange avec Braudel. Portrait qui fait apparaître un homme chercheur, on ne peut pas distinguer les deux, méticuleux, réservé, austère, rieur aussi. Rieur, oui. Rieur. Dans mes termes, à moi, c'était un joyeux mélancolique. Un homme généreux, ça a été dit à maintes reprises, et ce matin encore, on a vu que sa générosité pouvait aller jusqu'à transformer en historien un ex-futur facteur à Arezzo. Un homme que n'abandonnait pas le souci de l'Italie contemporaine, même s'il n'écrit pas l'histoire à partir de la problématique d'aujourd'hui, et l'un des aspects les plus discutés peut-être de nos journées a concerné le rapport d'Alberto Tenenti à la politique. Un homme aussi, autre trait du portrait, passé maître dans l'organisation du temps. Ce portrait singulier s'est inséré de manière que je crois très lumineuse et très enrichissante pour nous dans un portrait plus vaste, un portrait de groupe où ont figuré, je cite pêle-mêle et de manière non exhaustive, bien sûr Fernand Braudel et Lucien Febvre, rejoints in fine avec des oppositions par Ariès et Dupron, et le milieu du CRH de la rue de Varennes, et une kyrielle, une précieuse kyrielle de savants italiens, Vittore Branca, bien sûr, Eugenio Garin, Cipolla, Cessi, Cantimori, dont a parlé M. Perini de manière très approfondie, Ugo Tucci, Cozzi, Ruggero Romani, cela va sans dire. Portrait de groupe enrichi encore par l'introduction de quelques non-historiens. Si, il y en a un, enfin, historien aux marges, Pomian, historien philosophe, Huizinga, que j'aurais dû mettre dans les historiens, Guérémec, Grethuizen, Dilthey, ce matin a été prononcé son nom, Labriola hier, etc. Et un tissu a été décrit des relations intellectuelles et interpersonnelles entre tous ces éminents chercheurs. Et j'ajouterais, pour clore sur ce point, que le portrait individuel devenu portrait de groupe est à son tour devenu un tableau
un tableau d'histoire des historiens, un tableau d'histoire d'une génération et même de 2 générations d'historiens, une sorte de méta-tableau. Et je crois qu'avoir réalisé cela en 3 séances, c'est une sorte d'exploit. Mais le plus important, le trait majeur, bien sûr, le 3e et dernier de mon petit parcours, est l'étude, l'analyse, par des voies différentes selon les individualités, de ce que j'hésite à appeler un système de pensée chez Alberto Tenenti, puisque sa pensée n'est pas systématique, exclut la systématicité, elle est beaucoup trop labile pour que l'on parle de système, mais disons son mode de pensée, sa cohérence, sa ligne directrice. Du parcours scientifique d'Alberto Tenenti, nous sommes passés, vous êtes passés, avec élégance et efficacité à l'étude d'une cohérence intellectuelle. Et ce système non systématique de pensée est marqué, c'est ce qui ressort clairement, me semble-t-il, de nos travaux, d'une part par une extraordinaire curiositas, il faut employer là le mot latin, la variété des intérêts, l'ampleur du regard, la largeur du regard, et je songe soudain à l'étymologie d'ailleurs fausse que l'on donne du mot Europe, Euru Ops, regard large, regard profond, qui fait de Alberto Tenenti un véritable Européen au sens étymologique faux. Variété d'intérêts qui s'est traduite non seulement par les études sur la mort, sur Venise, etc., mais aussi sur les libertins, dont a parlé Madame Zambelli en particulier, et de même, M. Boško Bojović a souligné un aspect moins connu du travail d'Alberto Tenenti. Cette curiositas d'Européen, au sens que j'ai essayé de dire, est aussi celle d'un homme de la mer. Voilà un thème qui a émergé à plusieurs reprises. Homme de la mer au sens métaphorique, homme qui a fait souffler, qui a fait passer un souffle brodélien sur les études historiques. Et puis, en dehors de la curiositas, et la redoublant en quelque sorte, je mentionnerai, c'est peut-être de là qu'il aurait fallu partir, la double appartenance culturelle, maintes fois soulignée, d'Alberto Tenenti, italienne et française. C'est un Européen dont l'axe est franco-italien. Même si, Madame Palumbo l'a signalé de manière assez drôle hier, même si, au-delà de certaines frontières, du côté d'Istanbul, par exemple, Alberto Tenenti avait quelques réserves. Alors, marqué par la curiositas et la double appartenance, cette pensée, cette recherche peut se résumer, en tout cas se synthétiser à mes yeux, en quelques traits que je voudrais énumérer pour clore. D'une part, la relation d'Alberto Tenenti à l'archive. Je ne dis pas la fiche, on a beaucoup parlé de la fiche, je déplace quelque peu, mais il y a un rapport. Le rapport à l'archive est quelque chose qui intéresse évidemment les historiens, mais pas seulement les historiens. Et j'ai été pour ma part très frappé de voir comment le rapport d'Alberto Tenenti à l'archive, aux archives, consistait à les consulter non pas pour y trouver une présence passée, ni un témoignage d'absence, mais il les visitait pour les entraîner dans un mouvement fait en partie d'oubli et en partie d'élan vers l'avenir. J'ai pensé à maintes reprises, en écoutant certaines interventions d'hier surtout, à la formule de Michel de Certeau, je cite, « L'archive instaure un lieu de recommencement ». Bien, je pense qu'Alberto Tenenti est une parfaite illustration de cette formule. L'archive, ou la fiche, qui en est l'instrument, qui est la trace de cette trace, l'archive comme puissance active, comme appel à commencer, comme appel à transformer la trace morte en trace vive. Encore faut-il que les archives soient structurées, c'est pourquoi, avec précaution, je parlais tout à l'heure de système, qu'elles soient structurées, et elles le sont. Elles sont structurées, on l'a dit, et c'est un point essentiel,
qui est apparue en pleine lumière, elles sont structurées par le souci constant chez Alberto Tenenti d'associer, jusqu'à les identifier quelquefois, l'histoire sociale, l'histoire économique et l'histoire culturelle. On peut imaginer l'équation suivante: Alberto Tenenti égale société plus économie plus culture. Ce qui implique un souci auquel j'ai été pour ma part très sensible, chez lui, des sources littéraires. Cantimore, il avait déjà remarqué lorsqu'il parlait, je cite, de l'art de s'enfoncer dans les textes et de les faire revivre, art qui n'est pas philologique en l'occurrence, comme le disait Francesco Forlan, mais qui est un art herméneutique et un art littéraire quand même, dont témoignent les lectures par Alberto Tenenti de Léon Battista Alberti, d'Erasme et de Montaigne, surtout d'Erasme peut-être, et ajouterais-je, on en a peu parlé ici malheureusement, ajouterais-je le souci chez Alberto Tenenti de l'analyse iconographique. Je rappelle que le tout dernier chapitre, si j'ai bonne mémoire, du livre Il senso della morte s'intitule Iconographie, et il serait très intéressant de le lire à la lumière de l'histoire théorie de l'art contemporaine. Donc voilà une première chose qui structure, me semble-t-il, d'après ce qui s'est dit hier, ce vaste travail de Curiositas. Le structure aussi une bipolarité dont il a été question dès hier matin, en particulier à la suite d'une intervention de Carlo Orsola, bipolarité entre le, faut-il dire, matériel spirituel ou matériel immatériel, c'est peut-être mieux de dire matériel immatériel, ou encore cette tension récurrente, en tout cas évoquée de manière récurrente, entre le laïque et le non-laïque. Et je fais ici allusion aux discussions qu'a suscité l'intervention de Mme Zambelli à propos du laïco-humaniste. Et j'ajouterais, last but not least, comme on ne dit pas en italien, j'ajouterais que cette recherche est structurée aussi par une écriture, par un style. L'écriture de... C'est pas étonnant que j'ai été sensible en tant que non-historien d'abord à cela. Le style d'Alberto Tenenti fait de clarté, de nervosité, une nervosité qui parfois fait penser à Calvino, et de formules fulgurantes, et vient d'un historien écrivain attentif, comme l'a dit l'une d'entre nous, au poids sémantique. Chaque mot pèse. Et, pardon, je n'ai pas sans doute nommé dans ce bref résumé tous les intervenants, mais le propos n'était pas de célébrer les célébrants, le propos était de rendre hommage à Alberto Tenenti. Et dans les 30 secondes, 40 secondes qui me restent, je voudrais brusquement changer de ton et passer à une proposition concrète. N'ayant pas eu le plaisir, comme je l'ai dit, de travailler avec Alberto Tenenti, je serais heureux maintenant de travailler dans son sillage, pour lui en quelque sorte, sur un plan éditorial. Les hasards de la vie font que je travaille avec un éditeur, Les Belles Lettres, et j'ai conçu le projet hier, en vous écoutant, de proposer aux Belles Lettres la traduction et l'édition d'un certain nombre d'ouvrages, recueils d'articles, ou bien l'Italia del Quattrocento, qui à ma connaissance n'est pas traduite en français. Cela, non pas pour contredire les propos de Maurice Aymar, car je pense comme lui que le multilinguisme s'impose, le plurilinguisme s'impose, surtout en Europe, mais le plurilinguisme et la traduction ne sont pas incompatibles. L'un appelle l'autre. Et Umberto Eco, tiens, on peut le citer tout à coup, avait eu cette formule que je crois très juste: la traduction est la langue de l'Europe. Traduisons. Et il me serait, encore une fois, très agréable, avec vous-même, si vous en êtes d'accord, monsieur, de voir comment ce projet peut être mené à bien
dans le dédale des droits et des questions juridiques. Mais je suis certain que les belles lettres seraient intéressées par une proposition de ce genre. Ainsi, étant donné l'importance qu'a eu la traduction à la Renaissance, ainsi pourrions-nous renforcer encore l'expression qui a donné son titre à notre rencontre, et ainsi pourrions-nous contribuer à, en un autre sens du terme, à une renaissance d'Alberto Tenenti. Je vous remercie. Je m'autorise donc à remercier M. Yves Hersan. Et sur le terme de renaissance, je compte pour cela, bien évidemment, aux amis de mon père. Je pense à vous particulièrement, professeur Maurice Aymar, à vous, Carl Rossola, à François Dupuy-Grenet et bien évidemment à Pier Roberto Scaramella, mais aussi à ses amis, Gino Benzoni. Je vous l'ai dit hier, mon désir premier, c'est que mon père continue à vivre. Je vous remercie.